Quel bonheur de vous retrouver comme tous les samedis en toute liberté, bien évidemment, pour parler de l'actualité culturelle dans 200 millions de critiques. Nous sommes à l'Institut du monde arabe, cet endroit magnifique qui domine Paris. Nous sommes ravis de vous retrouver comme toutes les semaines avec une joyeuse équipe, parmi laquelle nous retrouvons donc Estelle Martin, que j'embrasse. Je vais faire cette joue-là, voilà. Parce que c'est plus prudent de l'autre côté. Michel Serruti, qui lui-même... Mon cher Guillaume. Voilà, vous venez du Cervin, vous sentez bon. La montagne. Julien Ferrier vient du pays, il fait moins 45 degrés. Combien actuellement? Vous exagérez à peine. Moins 30. Moins 30. Oui, ces temps-ci, il fait moins 30. Olivier Poivre-Lavant, vous avez déjà été dans un pays où il faisait moins 30? Oui, ça m'est arrivé, près de chez elle, justement. Voilà, Olivier qui dirige, vous le savez tous, France Culture. France Culture. Oui, pas d'autres institutions. voilà, qui a une sorte de veste extrêmement... Enfin bon, Bah, c'est moi. c'est une sorte de cachemire mercerisé, c'est magnifique. Occupez-vous de la voisine. Ce garçon donc, qui a failli diriger le centre Pompidou, qu'on aurait rebaptisé le centre Poivre d'Arvor. Et vous, Pascal, Bonjour, la Guillaume. divine. Une sorte de soie, un truc magnifique. Sauvage ou non? Et montrez-vous. Ah, Ah ouais, ah. ça gratte, hein, chez vous. Moi, ça gratte. Ça gratte, Oui. ouais, ça gratte. Ça a toujours gratté. Le sommaire. Droits de l'homme et culture, c'est un sujet que nous allons aborder au travers du prisme des festivals de cinéma autour des droits de l'homme qui se multiplient. Il y en avait un début mars à Genève en Suisse et à Paris en France, ce sera début avril. Nous discuterons de la répercussion de ces manifestations sur les causes qu'elles défendent. La provocation est une façon de remettre la réalité sur ses pieds, a dit Bertolt Brecht. Les artistes provocateurs sont-ils des redresseurs de réalité? Une question soulevée entre autres avec le cas Yann Fabre. Plasticien, chorégraphe, dramaturge et provocateur dans tous ces domaines, cet artiste belge va servir de tremplin au débat que nous aurons sur l'art et la provocation. Virginie Hauck, Nawen Madani, elles sont nombreuses à rejoindre les Muriel Robin, Zouk ou plus récemment Florence Foresti pour écrire un nouveau chapitre du grand livre de l'humour féminin. Une histoire désormais dense, est-ce l'époque qui veut ça? L'humour féminin a-t-il des spécificités? Nous en parlerons. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Au début du mois de mars, Genève a accueilli le Festival du film et le Forum international sur les droits humains. La version française existe, vous le savez probablement, depuis 2003, le Festival international du film des droits de l'homme, qui aura lieu donc à Paris, en Île-de-France, du 7 au 20 avril prochain. Il y a donc un véritable réseau de festivals dont la programmation consiste à mettre en avant des films qui défendent justement ces droits qui sont ô combien importants. Nous allons parler des initiatives culturelles autour des droits de l'homme, juste après ce sujet. Regardez, nous nous retrouvons après avec toute l'équipe. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. C'est pas. On a regardé, il y a d'autres même qu'on ne peut même pas regarder, leurs figures étaient parties. Bon, c'est pas. Donc, je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui, avec son petit frère, avec son tailleur. Bon. Nous sommes à Palau. Autrefois, c'était une ville très importante. Mais maintenant, il n'en reste plus rien. Seulement ces ruines. Palau était le carrefour commercial de la région. En arménien, son nom est Palovnit. C'est un lieu historiquement très symbolique, et pour la région, et pour les Arméniens. Mais malheureusement, aujourd'hui, Palau a été rayé de la carte. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce festival? Parce que pour beaucoup de gens, c'est quand même un mystère. Alors, c'est un festival qui propose trois choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des films de fiction qui sont liés aux droits humains, il y a du documentaire lié aux droits humains, et puis surtout, il y a aussi la possibilité d'assister à des forums ou des discussions, des présentations avec des orateurs afin de débattre de situations actuelles sur la planète liées aux droits humains. Alors, il y en a deux qui ont été primés. Il y a un film donc, de fiction, lui, qui est de Rolf De Heer, qui s'intitule Charlie's Country, qui
décrit un petit peu la situation des aborigènes en Australie, qui est un film magnifique avec un personnage principal qui est haut en couleur, voilà, qui à la fois fait rire et puis en même temps qui nous transporte dans une détresse, dans une difficulté, enfin qui nous rend sensibles à ça, voilà, qui touche le téléspectateur. Et puis l'autre, c'est le film d'un trio de réalisateurs dont Gabriele Del Grande en Italie qui s'intitule On the Bride Side. Ouais. Il y a un troisième, il y a un film français qui a été primé, qui a reçu le Grand Prix de l'Organisation mondiale contre la torture, qui est un film français fait par Manon Loiseau. La production, c'est voilà, qui a été diffusé par Arte et qui est un film extraordinaire. Manon, qui est une spécialiste de la Tchétchénie et de la Russie, retourne dans cette région complètement oubliée. La guerre a été oubliée et elle retrouve le comité des mères tchétchènes, elle retrouve le comité contre la torture, qui est une petite organisation, la dernière qui existe encore en Tchétchénie et qui a dû fermer ses portes. Elle retrouve la famille d'un opposant, Koutaïev, dont elle suit le procès. Et pour tourner ce film, ça a été une aventure avec des caméras, des gens qui ont filmé en cachette, en clandestinité. Et le bilan est 52 minutes. On comprend qu'aujourd'hui, en Tchétchénie, c'est la terreur. Et donc, je pense que, pour répondre à votre question, je pense que ce genre de festival, ça sert à ça. Ça sert à montrer des films sur des causes qui sont perdues et oubliées. Et que s'il n'y avait pas ce genre de film et ce genre de festival, les causes seraient encore plus oubliées et les pays encore plus oubliés. Alors, Olivier. Non, d'abord, c'est un très bon festival. Moi, j'y suis allé souvent. Simplement, le problème, c'est qu'il est à Genève. Et à Genève, la question des droits de l'homme, elle ne se pose pas, puisque c'est presque le sujet de la capitale, en l'occurrence. Et donc, en effet, ce qui serait intéressant, c'est que ce genre de festival existe en Tchétchénie, en Russie, ou dans un certain nombre de pays aujourd'hui qui souffrent d'absence de liberté. Non, la question que posait Guillaume, c'est sur la transcendance, c'est qu'il y a d'un côté, et vous en parliez, des documentaires, et je crois que c'est très important que les journalistes, et le film est magnifique sur la Tchétchénie, parce que c'est le fruit d'un long travail, d'une longue expérience de 15 ans de présence en Tchétchénie, donc il y a du documentaire, et puis après il y a de la fiction. C'est deux choses quand même très très différentes. La fiction, moi je trouve, si on veut s'y arrêter 2 secondes, aujourd'hui c'est très important de dire à des réalisateurs, allez travailler sur des sujets de ce type-là. C'est le sujet de Timbuktu, en l'occurrence, à qui on a pu reprocher parfois de ne pas être assez documentaire, justement, de ne pas raconter la vie au quotidien dans le Sahel et particulièrement à Tombouctou. Mais c'est aussi tout le cinéma israélien. Quand vous regardez un peu tout le travail que font depuis des années des réalisateurs, qui sont souvent d'ailleurs très peu regardés dans leur propre pays, sur le cinéma israélien, qui documentent par la fiction la cause palestinienne ou d'autres causes de ce type, et qui montrent à quel point Israël, quand même, très souvent, est à la limite de la démocratie. Voilà un beau travail. Et je voudrais insister sur ce film dont on a déjà parlé ici, mais de Sissako, qui est absolument magnifique, et dont on voit encore que dès lors qu'il est présenté là où ça se passe finalement, à Bamako, ça s'est très mal passé, la projection, ou pas bien passé, et à Ouagadougou récemment, au FESPACO, il y a eu toute cette polémique, puisque suite à des menaces, il a été envisagé à un moment donné de ne pas projeter ce film, qui a finalement été projeté parce qu'il y avait eu en effet des craintes. Mais l'interrogation qui est celle d'Estelle, c'est on pourrait quand même se poser la question de savoir s'il faut faire sur des sujets concernant les droits de l'homme des films militants. C'est-à-dire, est-ce que finalement le meilleur moyen, si la préoccupation d'Estelle est la bonne, à savoir de trouver un grand public, est-ce que c'est le biais du film militant qui est le plus efficace pour traiter des questions des droits de l'homme ? Il faut rendre hommage aux producteurs qui produisent ces films, parce que c'est pas garanti, c'est pas du tout évident. Je prends le cas par exemple de Timbuktu. Ce film aujourd'hui fait 1 million de visiteurs en France. C'était pas du tout évident pour Sylvie Piala, la productrice, de mettre de l'argent dans un projet comme ça, parce que c'est pas des belles histoires, c'est pas des comédies, c'est pas le mainstream aujourd'hui. Et donc il faut que derrière ça, il y ait des productions, il y ait des chaînes, en France c'est Arte, France Télévisions, j'imagine que dans vos pays aussi c'est le cas. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui soient prêts à financer ces histoires-là, qui sont souvent, vous l'avez rappelé, des histoires au long cours. Il faut du temps pour tourner ces films-là. Mais il y a 2 exemples célèbres ces derniers temps, qui sont des films complètement engagés, qui ont eu un destin hollywoodien, voire récompensé par les Oscars. C'est les 2 films de Steve McQueen. Hunger sur l'Irlande, et donc le dernier qui racontait une partie de l'histoire de l'esclavage, qui a eu l'Oscar à Hollywood. Donc là, on est vraiment au cœur des droits humains, au cœur d'un processus cinématographique qui fonctionne sur le Star System, et au cœur des récompenses absolues mondiales. Mais on est toujours enclin à parler du grand passé, c'est-à-dire que parler des droits de l'homme aujourd'hui, par exemple, la France a mis du temps avant de se faire des films sur la guerre d'Algérie, en l'occurrence. On met toujours un peu de temps. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de parler d'aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve qu'il serait vraiment très très d'avoir un grand film syrien, qui n'existera pas, parce que je pense qu'actuellement, personne n'est en train de le financer, sur ce qui se passe sur les 210 000 morts aujourd'hui en Syrie depuis maintenant 4 ans.
Et parce que c'est toujours facile de parler en effet de l'esclavage d'il y a un siècle, puisque tout le monde est disparu. Mais ce qu'il faut, c'est documenter le réel. Très important. C'est ce que fait Milo Rao. Alors, il tourne, mais il fait surtout des pièces de théâtre. Donc, il est suisse, hein, effectivement. Et là, il est venu à Paris présenter Earth Radio sur le génocide rwandais. Et il a fait Civil Wars. Et là, il s'empare vraiment, comme vous dites, de notre histoire présente, puisqu'il s'intéresse aux jeunes djihadistes européens qui partent en Syrie notamment. Et en plus, c'est pas du tout. Alors, on est très loin du théâtre documentaire, puisqu'après, il le transcende là aussi, parce qu'on en arrive à la tragédie, parce que c'est la figure du père, donc la père le père qui est absent, la perte de valeur, l'Europe qui est en train de s'effondrer. Et effectivement, il y a peu, ou alors soit ils n'ont pas les moyens, mais il y a peu de metteurs en scène, enfin il n'y en a pas assez peut-être, de metteurs en scène qui s'emparent de notre histoire présente et qui osent monter des scènes. Parce que vraiment, ce que fait Milo Rao, je l'ai très peu vu en France. Alors peut-être qu'effectivement il y a des metteurs en scène auxquels vous pensez, mais lui, il s'empare vraiment de l'histoire, il convoque l'histoire sur scène et ça lui donne un autre souffle et c'est vraiment c'est passionnant. En revanche, c'est précisément le lieu de ces festivals, Genève en est un, mais les autres sont la même chose, où vous avez des films, fiction ou documentaires en l'occurrence, qui sont présentés, qui sont complètement ancrés dans une réalité. Ce n'est pas des films qui vous parlent, ou rarement des films qui vous parlent d'un passé d'il y a 25 ans. C'est des choses qui ont été tournées relativement récemment, ou des fictions qui ont trait ou qui sont en rapport avec une situation actuelle. Par conséquent, vous êtes plongé dans cette réalité-là. Mais c'est vrai que c'est rarement des films à grand budget, à grand public. Et quels sont les grands réalisateurs chinois, et Dieu sait s'il y a un grand cinéma chinois ou les grands réalisateurs russes, et le cinéma russe n'a rien à nous apprendre, qui parlent de la situation des droits de l'homme dans ces pays. Il y a très très peu aujourd'hui. Il y a Respirer la Chine en ce moment, qui est un documentaire où il y a eu 100 millions de vues sur le web. Sur la pollution. Mais là, ils sont plus sensibilisés quand même. Les Chinois, même les autorités chinoises acceptent qu'il y ait un souci. Après, parler des droits de l'homme, du Tibet, là tout de suite, ça deviendrait un petit peu plus sensible, je pense. Parce que la pollution, c'est un problème au quotidien. Mais ils commencent, ils s'y font, et maintenant, ça devient un sujet quasiment politique et gouvernemental, la pollution. Alors que quand même, les privations de liberté, il faut encore, et j'espère qu'on aura un jour une émission sur le sujet, qu'il y ait quelques artistes provocateurs, plasticiens, pour provoquer, en effet, le pouvoir chinois. Mais la Russie, c'est flagrant. Il y a quand même des très grands films chinois, des grands réalisateurs. Les droits de l'homme en Russie, c'est un sujet, je pense que vous le connaissez bien. Il n'est pas traité par la fiction, en tout cas, très peu. Vous m'avez l'air bien dubitatifs les uns et les autres. Non, moi je pense qu'on vit une époque un peu particulière. C'est-à-dire que les gens sont un petit peu moins... Alors que le monde est complexe, on le voit, on en subit les conséquences. Et je pense que les gens, il y a un vrai repli. En même temps, on a vu avec Charlie, les gens sont capables de se mobiliser, descendre dans la rue, de manifester. Alors, on verra ce que ça donne sur le long terme. Là, pour l'instant, on est dans le court, voire le moyen terme. Même chose pour les autres préoccupations. Mais c'est vrai que c'est un petit peu de vitesse, c'est-à-dire que ce cinéma, à la fois, je ne sais pas dans quelle mesure il est capable véritablement de mobiliser les gens pour encore s'engager et défendre ces droits humains, ou si parfois il fait office de rempart et de bonne conscience, on se dit « Ah, c'est fait, on s'en occupe, moi je suis d'accord avec ça, mais du coup ça nous désengage activement parce qu'on était d'accord avec ce qu'on a vu ». Je ne sais pas, hein, je pose pas... Ou si simplement les gens se sentent aujourd'hui complètement dépassés par l'ampleur des problèmes, en ont beaucoup eux-mêmes à régler à leur échelle, et du coup on a la peine aussi à s'investir activement. Dernier point, la réponse. Et les artistes dans les pays où les droits de l'homme sont vraiment très menacés ont tout simplement la pétoche. On cite les Russes et les Chinois, mais on pourrait citer les Iraniens. J'ai eu, il y a maintenant 2 jours au téléphone, Jafar Panahi, qui sort un film bientôt, mais il est toujours obligé de passer par des sortes de litotes, de métaphores pour parler de la situation en Iran, parce qu'il ne peut pas le faire de plein fouet. Et il veut rester dans son pays, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être exilé. Voilà. Sur cinéma et droits humains, voici les tweets. Le premier tweet émane du Bureau d'information de la jeunesse de la ville de Mulhouse, Sémaphore, qui renvoie sur un site éducatif, Graines de citoyens, dont l'adresse internet s'affiche sur votre écran à côté du tweet, où on trouve des films d'animation pour éveiller les enfants aux droits de l'homme. Le deuxième tweet nous renvoie au site filmfestival.com qui met en ligne la sélection de films de la 13e édition du Festival international du film des droits de l'homme de Paris, qui aura donc lieu du 7 au 20 avril prochain. Et pour terminer, un tweet d'Amnesty Press soutenant la sortie du film de Laura Poitras, qui s'appelle Citizen4, sur les révélations d'Edward Snowden sur le scandale d'espionnage donc global de la NSA. Vous nous laissez bien évidemment vos tweets avec le hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet de TV5 Monde. Deuxième sujet, il est éternel, mais il est ô combien nécessaire, le rapport qui existe entre l'art et la provocation. Il est sculpteur, dessinateur, performeur, chorégraphe, dramaturge et donc provocateur dans tous ces domaines. C'est le cas du Belge
Yann Fabre, qui va servir le tremplin au débat que nous aurons dans un instant sur l'art et la provocation. Yann Fabre qu'Estelle Martin a eu le plaisir de rencontrer récemment et que voici. C'est la première fois qu'elles sont exposées à Paris. Yann Fabre est venu présenter ses mosaïques de scarabées, des œuvres créées pour le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. On pourrait dire que c'est un hommage à l'imagination de la cruauté de l'imagination dans l'histoire belge. Mon but, c'est de vous séduire par la beauté, la couleur, mais derrière, il y a une critique éthique. C'est une combinaison entre cette esthétique et cette éthique. C'est mon langage, ma beauté. Cette beauté révèle l'horreur du colonialisme. Yann Fabre mêle les symboles de propagande du Congo belge aux visions de Jérôme Bosch. Comme ce peintre flamand du XVe siècle, Yann Fabre s'est inventé son propre bestiaire. Des œuvres dont la beauté intranquille tranche avec la fureur de son théâtre. Achetez les journaux, again the phone. Nous avons du sang, nous avons de l'urine, nous avons du sperme, on transpire. Mon travail, c'est de célébrer la force de la vulnérabilité de l'humanité. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que Yann Fabre choque, énerve. C'était déjà vrai en 1984 avec Le pouvoir des folies théâtrales, une œuvre de jeunesse qu'il vient de remonter à Paris. Ça l'est toujours en 2015. Il a enfin achevé Mount Olympus, une performance scénique de 24 heures. Elle sera présentée en juin. Cet excès, ce choc des mots et des images, il l'explique aussi par ses origines. Papa was poor. Mon père était pauvre, communiste. Ma mère riche et catholique. C'était vraiment un mariage belge. Ma mère m'a transmis Baudelaire, Rimbaud, Boris Vian, Rouget de Lille, Georges Brassens. Elle m'a donné la passion des mots. Mon père, lui, m'emmenait tout petit au musée, admirer Rubens, Van Gogh, Van Eyck, Bosch. C'était un mélange de mes gènes belges entre image et langage. Yann Fabre retrouve Baudelaire, mais aussi son compatriote, le dessinateur et graveur Félicien Rops, dans le cadre de Mons, capitale européenne de la culture. Fabre, Rops, un parcours inédit, une conversation par-delà les siècles, qui veut choquer, bien sûr, mais rassurez-vous. Je prends tout sérieux, mais pas tragique. Voilà, sujet d'Estelle Martin consacré à Yann Fabre. Donc, nous sommes avec Estelle, Julie Laferrière, que vous connaissez, bien évidemment, Pascal Bourgault, Michel Serruti et Olivier Poivre d'Arvor. J'allais dire, les uns et les autres, que la provocation est fondamentalement souvent la phase de lancement d'un certain nombre de carrières artistiques, mais sur le point précis d'Yann Fabre, est-ce qu'on peut essayer de donner aux gens qui nous regardent, justement 200 millions de critiques, un petit peu une esquisse de ce qu'est le personnage, de son travail, etc. etc. Oui, moi je trouve très intéressant en effet ce travail de Yann Fabre, qui est à la fois plasticien et metteur en scène, et ça permet de voir des choses assez exceptionnelles, émotivement, enfin voilà, et puis ça passe, puis c'est bien, puis il en faut plus encore. Je trouve qu'il est grand temps de dire que l'art c'est la provocation. Donc, alors ce qu'on voit aujourd'hui dans les arts plastiques, d'abord, c'est pas nouveau. Vous savez, Caravage, dans son temps, c'était quelque chose. Ce bonhomme qui avait des aventures partout, qui est mort dans des conditions tragiques et qui a peint des choses qui ont beaucoup choqué. Il y a deux formes de provocation. Il y a la provocation qui est liée aux formes. C'est-à-dire que passer d'un style à un autre, l'art abstrait, aujourd'hui la performance, c'est une forme de provocation aussi. Il n'y a pas uniquement le sujet qui compte. Je pense que déjà, la forme est un élément de provocation et les grands artistes sont des artistes qui ont changé les formes. Et puis il y a la provocation qui touche en effet à des sujets qui sont des interdits, des tabous. En l'occurrence, chez nous, on a maintenant accueilli Rodrigo Garcia, qui est un metteur en scène assez scandaleux, argentin, passé par l'Espagne, et qui fait aussi un travail de provocation. Mais ce qu'on oublie pour les gens de notre génération, c'est que dans les années 60-70, il y avait beaucoup de provocations dans l'art contemporain. Par exemple, il y avait, je crois, Gina Pan qui faisait du sang à partir de... du sang de boudin, à partir de son propre sang. Ouais, et l'exposition consistait à distribuer, pendant le cocktail, des petits ronds de boudin de son propre sang. Il y a Orlan qui a fait tout ça. Mais c'était quand même très marginal. Aujourd'hui, ça a du succès. C'est ça comme la grande différence. Alors, ça peut être extrême, comme
ce qu'on vient de citer avec Yann Fabre, mais ça peut être aussi Damien Hirst qui est provocateur en coupant des requins ou des moutons en deux. Pascal, c'est un peu chez vous que ça se passe. Oui, on attend que l'Élysée commande un plafonnier en coquillage algérien. Au Palais Royal, c'est la reine qui a demandé à Yann Fabre de lui faire un plafonnier, tout un plafond en scarabée. Un esclave en train de se faire fouetter. C'est vrai que ce serait totalement, là pour le coup, l'art et la provocation. Voilà une suggestion. Monsieur le Président, si vous nous regardez, n'hésitez pas. Non, mais alors, Yann Fabre, en Belgique, quelle position a-t-il? Il incarne, effectivement, chez nous aussi, alors que, même si on est un petit peu plus libre dans notre tête, si je peux me permettre, il incarne la provocation chez nous aussi. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on a regardé cette initiative avec un œil surpris. C'est-à-dire qu'il nous surprend, nous aussi. Il n'y a pas que les scarabées, il y a... le jeté de chat, il faut parler de lui aussi. Voilà, le jeté de chat depuis l'hôtel de ville d'Anvers qui a suscité la colère, d'abord la frayeur des chats, pauvres chats, et puis la colère des organisations de protection des animaux, et on les comprend, ils avaient raison. Voilà, c'est un autre type de provocation. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi Wim Delvoye avec sa machine à lancer de caca. Ouais. Cloaca. Voilà. Il y a Platel qui, alors là aussi, c'est des dansers de nu. Mais alors moi, je me pose quand même une question. Je me dis, voilà, c'est très bien, la provocation, l'art. On est toujours un peu dans le même type de provocation quand même. Bon, vous avez parlé de la décolonisation, c'est vrai que ça, c'est politique, c'est particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, danser nu sur scène, ça provoque encore... On serait porté à dire que non, parce qu'on en a vu beaucoup, mais on a chez nous un performeur qui s'appelle Dave Saint-Pierre, qui est un grand chorégraphe et son œuvre est très intéressante. Il a fait la pornographie des âmes, un peu de tendresse, bordel de merde. Puis il y a certaines villes, Munich, pour ne pas la nommer... Modérez votre langage, Julie. Il y avait des guillemets, où il est censuré. Puis on a au pouvoir, nous, au Canada, en ce moment, un gouvernement conservateur et le premier ministre, il raffole pas de ça. Il lui a envoyé des ambassadeurs tout nus sur scène qui courent avec des perruques partout. Donc, c'est intéressant de questionner cette expression artistique-là à travers des performances en danse. Au Québec, nous, on a en ce moment David Atmej, que vous connaissez de plus en plus ici, qui fait des sculptures, notamment de loup-garou, mais dans les matériaux employés, il y aura des toiles de David, il y aura des sous-vêtements souillés. Et en réfléchissant à cette question-là, je vais vous amener à New York et au Japon quelques secondes parce que j'ai été témoin d'une scène qui est éloquente par rapport à la question qu'on pose. Est-ce que l'art s'est provoqué? Est-ce que la provocation est inhérente à l'art? J'étais au Brooklyn Museum et il y avait une très vieille dame magnifique en Chanel avec ses perles et elle se tenait sur son sac à main, vous la voyez. Et elle est devant une œuvre de Takashi Murakami. Et c'est deux immenses mangas. Une femme qui se tient la poitrine, un homme en face qui se tient le sexe. Et là, il y a une giclée de latex blanc qui fait tout le tour de la salle. Alors, la dame regarde l'un, l'autre, son sac à main, revient, puis elle dit, « Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? » Peut-être pas, mais ça me choque. Alors, c'est de l'art. Et je trouvais que ça répondait en quelque sorte à cette question. Elle était touchée. Michel, vous n'avez rien dit. Ouais, je vous écoute, c'est passionnant, vraiment, je vous écoute avec intérêt. Moi, vous avez raison. Je prends des notes. Non, on parlait de la nudité. Alors, petit aparté, c'est pas là-dessus que je parlais, mais par exemple, on a une artiste, entre guillemets, performatrice, fait la performance chez nous, qui s'appelle Milo Moiré, qui a pris l'habitude de se balader nue dans les expositions en Allemagne et ailleurs. C'est vrai que ça a l'air encore de choquer les gens, puisqu'on en parle, c'est pas un truc qui a l'air... regardez les Femen, ce qui n'a aucun rapport, mais c'est de l'actionnisme classique. Ça marche aussi. En revanche, dans ce que vous disiez, on parlait de la provocation. Olivier parlait notamment du passé. Ouais, Michel-Ange l'a fait en dessinant des nus, ça avait suscité le Caravage, tout le monde. Enfin, l'histoire est parsemée de provocations. Mais pour qu'il y ait une provocation, c'est une palissade, mais il faut des provoquer. Donc, ce qui est intéressant dans la provocation, c'est ce que ça témoigne de la société dans laquelle cette provocation intervient. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, justement, c'est qu'on a l'impression... On en parlait, d'avoir été jusqu'au bout de toutes les provocations, en tout cas au niveau plastique. Sauf le religieux. Oui, le religieux, quand même, résiste, on voit bien. Alors, il y a eu des allers-retours. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus... Il y a eu des périodes qui étaient plus tolérantes qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, en Suisse, un artiste qui n'est pas forcément des plus connus avait proposé une sculpture de Jésus gay.
ça avait suscité des réactions, alors que c'était une petite galerie dans une petite ville. On se souvient du Peace Crease d'Andrés Serrano. Absolument. C'est vrai que ça avait été attaqué. Alors moi, la question que ça pose, c'est ça aujourd'hui. C'est jusqu'à quel point on est provoqué, qui est provoqué, pourquoi on est provoqué. Cette provocation, finalement, comment elle nous touche, nous. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie, cette provocation? Le problème de la réception me paraît secondaire. Le problème numéro un, c'est que quand on veut bouleverser quelque chose, en matière artistique, je ne parle pas du reste, je vais vous donner un exemple à contrario qui est Madonna. C'est-à-dire que vous commencez une carrière, elle sortait avec Jean-Michel Basquiat à Brooklyn. Donc c'était la jeune femme qui voulait absolument arriver et qui, sortant de la banlieue de New York, a commencé à provoquer les crucifix, etc. Après, on entre dans une phase qui est ultra commerciale. Et on pourrait, par exemple, comparer d'une certaine manière Jeff Koons, c'est pareil. Quand il a commencé les photos avec la Cicciolina hyper hard, ou alors faire des sculptures avec des aspirateurs, phase provocation. Après, les grandes sculptures, le cœur, qui sont finalement des sculptures quasi classiques, c'est-à-dire le fait de magnifier les objets de la vie quotidienne, son chien, le badongdon, ou le cœur qu'on offre aux enfants. Et puis après, on tombe dans le néoclassicisme, c'est-à-dire qu'il fait des sculptures genre pâtre grec de 3 mètres de haut avec une boule bleue pour rappeler que c'est bien Jeff Koons. Donc, à mon avis, il y a deux catégories de gens qui provoquent. Il y a ceux qui provoquent, et Olivier me paraît avoir raison, et qui finalement changent le genre, et ceux qui, dans le système capitaliste classique, ont compris que pour exister, il fallait par définition commencer par provoquer, après on existe, mais au bout du bout, on ne change rien. C'est-à-dire on ne change absolument pas l'activité artistique. Simplement, il y a une énorme ambiguïté entre ceux qui ont provoqué Marcel Duchamp et changé la face de l'art contemporain, et ceux, comme, je prends l'exemple de Madonna dans un autre livre, qui ont provoqué pour aboutir à un non-changement de la musique pop dans son ensemble. C'est-à-dire qu'elle n'a rien bouleversé sur le fond, même si elle a beaucoup de talent. Et ça me paraît tout à fait différent comme type de provocation. Mais est-ce que Louise Bourgeois choquerait aujourd'hui, comme elle a pu à l'époque? Parce que, comme vous le disiez, oui, on est choqué par des tabous. Oui, mais et les baromètres... Si je disais ça, je pense que l'indice... je ne sais pas comment on appelle ça, l'indice de choquage n'a que peu d'importance. Le problème, c'est de savoir si ça change quelque chose. Il est sûr que la peinture de Francis Bacon, dans la continuité de son œuvre, en permanence, a choqué des générations de grands bourgeois britanniques, puis maintenant il la collectionne, cette peinture-là. Mais je pense aussi, en effet, qu'il faut y aller. C'est-à-dire que la question de savoir si ça va être reçu comme ça ou comme ça, on s'en fiche. Il faut que les sauf qu'il y a le tabou des civilisations différentes, avec le poids du religieux qui fait que... Et la circulation des œuvres. Faire la même chose en Afghanistan, en Libye... en Syrie, etc., c'est pas pareil. Et après, on peut provoquer aussi Vincent McCain, par exemple, quand il met en scène l'idiot d'une manière totalement hystérique, il veut retrouver... Il y a un sens, c'est-à-dire que tout le monde se met à hurler, à brailler, ça fait soirée mousse, on peut l'impression que c'est totalement déconnecté. Non, ça change, c'est surtout que ça met en... Non, mais ça nous met le doigt sur l'écriture épileptique de Dostoïevski. Il y a un sens. Et là, moi, je trouve que quand la provocation a un sens, c'est là où ça nous apporte aussi des informations, des émotions, et c'est ce que j'attends de là. Il faut provoquer là où c'est ni indifférent, parce que dans nos sociétés, dans nos grandes villes, c'est indifférent dans le fond. On peut mettre des plugs anal, ça énerve quelques agités, point. Mais ni indifférent, ni marchand, parce que tout d'un coup, il y a une récupération marchande. Il faut aller ça fonctionne là-dessus. Oui, il faut aller provoquer là où, justement, ça pose problème. Est-ce qu'on n'est pas un recul, justement? Oui, parce qu'on... Est-ce qu'on n'est pas une période où on provoque un peu moins? Parce que l'esthétique, effectivement, on l'a dit, danser nu, un truc sexuel, ça on est tous habitués à ça. Tandis que maintenant, la vraie provocation qui est politique et qui est religieuse, après ce qui s'est passé, notamment à Paris, je pense qu'il y a un sérieux recul. Moi, je vois des artistes autour de moi, des gens qui ont peur. Qui ont peur de créer, qui ont peur de provoquer, des chansons qui ne se chantent plus, des dessins qui ne se dessinent plus, des choses qui ne se peignent plus. Alors la provocation, on est où? Et qui en effet vont circuler ailleurs, là où ça va être moins bien reçu. C'est pour ça qu'il faut continuer les caricatures, parce que si les caricatures ne posent pas de problème au Danemark ou en France, elles posent des problèmes, en effet, là, dans des pays où la liberté est menacée. Et on regarde TV5 Monde, car nous sommes regardés beaucoup dans le monde, et il est évident que ce n'est pas du tout la même scène. La télévision soit une provocation permanente, d'ailleurs, ce plateau est une provocation permanente. Une provocation limitée. Avec des œuvres d'art à droite et à gauche. Les tweets. On commence par un tweet de Benoît Blanchard, qui est à la fois artiste et théoricien, pour qui c'est un plaisir de revoir l'hommage au Congo belge de Yann Fabre, un an après la très belle exposition du Musée des Beaux-Arts de Lille. On continue avec un tweet du site d'art contemporain Artspare, avec une citation de Jean Cocteau. « L'art est une sorte de scandale, un exhibitionnisme dont la seule excuse
et qu'il s'exerce chez les aveugles. Et on termine par un post Instagram du Théâtre Liberté à Toulon, qui est dirigé par les frères Berling, si ma mémoire est bonne, Charles Berling notamment et son frère, qui montre une photo du nouveau numéro du magazine Mouvement, dans lequel il y a un portrait de Rodrigo Garcia, le metteur en scène, par qui le scandale arrive et est arrivé. Voilà donc pour ce deuxième sujet. Le troisième sujet nous permettra de parler dans un instant justement des jeunes femmes qui ont bouleversé ou qui ont changé l'expression de l'humour au théâtre ou au cinéma. Et nous allons auparavant donc faire le tour du monde de la francophonie avec le Zap culturel qui a été préparé par Estelle Martin et Laurent Marty. Juste le temps de vous dire au revoir, mon cher Olivier. On vous retrouvera donc la semaine prochaine. Votre coup de cœur, puisque vous en avez terminé. Éric De Luca, la parole contraire, je crois que ça intéresse beaucoup mon ami Michel. Éric De Luca, on en a parlé la semaine passée. C'est en effet engagé contre cette construction de la ligne Lyon-Turin et c'est un formidable écrivain. Donc voilà, un petit bouquin chez Gallimard. Pour l'instant, nous allons voir donc le Zap culturel d'Estelle Martin et d'Aurore Marty. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? L'homme. Le cinéma. Xavier Dolan pour Mommy! Voilà ce qu'on a entendu à répétition ce soir encore. C'était la 17e soirée des Jutras qui couronnait le meilleur du cinéma québécois. Et j'aimerais aussi dédier ce prix à ma mère, qui est ma source d'inspiration unique. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama nade. La remise des Quartz, c'est un peu les Césars du cinéma suisse. Jean-Luc Godard, grand absent de la soirée, on le savait, un prix d'honneur remis par le ministre Alain Berset. Il faut encore remercier. Il est très étrange de donner un prix de cinéma suisse, parce qu'il n'y a pas de cinéma suisse. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. 5 ans après sa mort, même si ses premiers vinyles ont un peu pris la poussière, le chanteur a laissé derrière lui l'un des répertoires les plus riches de la chanson française. Je ne suis qu'un cri. Je suis d'un naturel rebelle. Rares sont les apparitions publiques de Tardy, ce virtuose de la bande dessinée. À Lucerne, le Fumetto lui consacre l'une des plus importantes rétrospectives. Il découvre avec la presse ce décor particulier, une ancienne piscine. C'est très surprenant. Et l'intérêt, c'est que ça part dans tous les sens. Miguel de Cervantes. Ses initiales MC ont été retrouvées sur cette planche, vraisemblablement un pan de son cercueil. Célèbre pour son œuvre Don Quichotte, reconnu comme le père du roman moderne, Cervantes est mort dans la pauvreté voici 400 ans. Le principe des franglaises, traduire les grands titres de la chanson anglaise en français. Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Le film, tourné en 1952, était ultra coloré. Là, les décors et tous les costumes sont en noir et blanc. Pour faire cette confusion entre le réel et le film, et le film et le réel, pour moi, le noir et blanc s'imposait. Ils vont bientôt se produire sur la scène des Folies Bergères. Gospel, blues, rock, disco, pop, rap, aucun standard ne va être oublié. L'histoire de Simba le lionceau est le plus grand succès de tous les temps à Broadway. Ironie du sort, pour le premier passage de la comédie musicale en Suisse, c'est une chanteuse et comédienne neuchâteloise, Mélina Empoy, qui tient le premier rôle féminin. Comme tout le monde, t'as tes factures à payer. Un vent frais souffle sur Voix de Fête cette année avec des têtes d'affiche décomplexées et gentiment hors normes. Au boulot, t'es filmé. Au resto, t'es filmé. À la banque, t'es filmé. Sur la route, t'es flashé. Partout, t'es filmé. L'humour au féminin. Vous allez dire bonjour Yves Bigot. C'est un peu bizarre. Mais c'est une forme d'humour au féminin, bien évidemment, qui nous rejoignent. Vous connaissez ces jeunes femmes qui maintenant sont sur toutes les scènes de la francophonie. Virginie Hoc, Constance, Julie Ferrier, Nora Hamzavi, Caroline Vigneault, Nawel Madami. Elles sont nombreuses à avoir rejoint, évidemment, celles que vous connaissez depuis maintenant plus longtemps, comme Muriel Robin et Valérie Lemercier. Je parlais avec mon camarade suisse tout à l'heure de Zouk, qui a été un personnage extraordinaire
de la scène humoristique européenne. L'humour féminin a-t-il des spécificités? C'est une des questions que nous poserons après des extraits de spectacle de deux Belges hilarantes que sont Virginie Hoc et Nawel Madani. Voici les extraits de leur spectacle. Je vois le fil de ma vie. Je le vois, c'est le fil de ma vie. C'est complètement déconcertant. Pardon, bienvenue à bord, ceinture. Ah putain, ça fait mal. Ceinture, braguette. Non mais ça sert à rien de pousser parce qu'on arrivera en même temps si l'avion ne se crache pas. Hein. Je peux encore boire une petite coupe. Je te jure, ça m'aide. Je peux boire... Merci Michel. Quelqu'un veut une coupe? Faut pas gâcher. Personne. Allez. Ah, c'est pas Michel. Ouh, coucou les pauvres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Viviane Morlaix et je suis mannequin pour paquet de cigarettes. Voici Luigi qui organise cette petite... mon Dieu, je me souviens plus du nom. Partouze, cette petite partouze, voilà. Non, Luigi, vous êtes un petit peu proche, alors comment vous dire gentiment? Je n'ai pas du tout envie de faire un karaoké, hein? Et alors, vous pouvez ranger votre micro, voilà. Voilà, tout nu. Pas tout nu, tout nu, pas tout nu. Wow, super. Allô, Loulou. C'est chaud. Oh my God, she is crazy. T'as déjà fait un porno belge? Ding dong, ça sonne, ça doit être le réparateur de la machine à laver. Demain, c'est la fête de qui? Alors, les photos de profil qui me dégoûtent le plus, c'est les filles qui se prennent dans leur salle de bain face à leur miroir. Alors, elles savent pas si elles doivent se concentrer sur l'appareil ou sur le miroir. Tu sais, elles sont perdues. Y a-t-il donc de plus en plus de jeunes femmes qui pratiquent ce métier et que cette génération-là, celle qu'on vient de voir, est-ce qu'elles ont quelque chose de différent par rapport à la génération d'avant, Le Mercier, on parlait Muriel Robin, ou au contraire Zouk, qui est encore la génération d'au-dessus, ou Sylvie Joly même? Qui s'y colle? Yves? Ce qu'elles amènent de nouveau, c'est la même chose que ce qu'avaient amené Laura Nairo, Johnny Mitchell ou Véronique Sanson dans l'écriture de chansons. C'est elles amènent évidemment un point de vue qui n'était pas exprimé jusque-là par rapport à l'humour masculin, puisque jusqu'à Jacqueline Maillan, on va dire, dans les années 60, c'était les hommes qui étaient massivement des humoristes. Mais surtout, ce que disent les nouvelles, alors par exemple Constance, que vous avez cité, Virginie Hoc ou d'autres, c'est qu'elles sont dans la transgression et la subversion, parce qu'elles parlent de sujets évidemment qu'aucun mec n'aborde et que les autres femmes n'abordaient pas jusque-là, c'est-à-dire tous les sujets exclusivement féminins, et alors notamment parce qu'elles parlent beaucoup de sexe, et que la manière de parler de sexe depuis 10 000 ans, c'est celle des hommes. Voilà, l'humour féminin actuel, il a cette modernité évidemment incroyable de la transgression et de mettre sur la table des sujets qui n'étaient pas abordés jusque-là. Et c'est cette transgression qui fait rire, d'abord parce qu'elle est non abordée, donc on dit c'est tellement gonflé d'en parler que rien que ça est un moteur déjà comique, et puis ensuite parce qu'elles n'ont presque pas de limite. Et puis au-delà de ça, il y a le talent. Parce que la transgression sans le talent, ça ne sert à rien, c'est juste l'effet choc, mais ça ne va pas plus loin. Pour prendre l'exemple de Virginie Hoc, c'est quelqu'un qui a un talent absolument formidable, comique d'une part, mais comme comédienne également. Et puis aussi, elle a cette particularité, et je pense qu'elle l'incarne, mais d'autres humoristes de sa génération aussi, par rapport aux mecs, c'est qu'elles apportent un côté physique dans leur comique. Ouais. C'est-à-dire, mais aussi lié à la danse, pas uniquement au sexe, mais à la danse, au corps, je veux dire, dans l'expression même de ce qu'elles font sur scène. Virginie Hoc, ce qu'elle fait, au-delà du comique, c'est une performance physique tout à fait spectaculaire, et au-delà de simplement la liste des courses, qui est le sketch avec lequel on l'a découvert en France, et qui était un peu un rêve de Patrick Sébastien. D'ailleurs, quand je l'ai emmené à Hâte voir le spectacle de Virginie Hoc il y a quelques années, ça fait 40 ans qu'il rêvait de ce sketch, et c'est elle qui l'a fait. Alors, réponse. Marie-Antoinette, interprétée par Virginie Hoc, avec un accent bruxellois. Alors là, si vous n'avez pas vu ça, vous devez absolument aller au théâtre et la voir. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, et je parlais des Belges que je connais un petit peu mieux, ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'elle garde en fait son petit accent belge sur scène. Et donc, effectivement, elle est dans la transgression, elle est dans la description d'une partouze, une jeune bourgeoise qui veut garder son mari, qui est décrit une partouze
de son point de vue, évidemment, de femme. Voilà. Et donc, elle, tout ça avec un tout petit accent belge et même prononcé un petit accent bruxellois quand elle fait Marie-Antoinette, qui est absolument délicieux. Moi, vraiment, je suis une fan. Alors, pour parler 2 minutes de Nawal Madani, elle vient d'un univers totalement différent. C'est-à-dire qu'elle a quand même 10 ans de galère à Paris. Elle voulait être danseuse d'abord, et puis comédienne, elle se rend compte qu'elle a une capacité de faire rire les gens. Et elle là aussi, elle parle des menstruations. Évidemment, c'est un thème que, pour les humoristes masculins, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est très il faut avoir beaucoup d'imagination. Voilà. Et alors, elle cartonne. C'est-à-dire, elle est en tournée maintenant. Elle est à l'Olympia en avril à Paris, et puis elle va à Marrakech. Enfin, c'est des univers complètement différents. Et je pense qu'il y a une espèce de générosité, de naïveté, de spontanéité en général chez les artistes belges qui, je pense, relaxent énormément les Français et les Parisiens. C'est-à-dire qu'on a cette espèce d'attitude... Il y a Florence Foresti en France aussi, qui a fait un carton énorme. Oui, parce que Florence Foresti, quand vous disiez qu'effectivement, on brise les tabous, c'est le côté la mère parfaite. Alors c'est vrai que toutes les femmes qui sont mamans, ça les fait mourir de rire, parce qu'il faut vraiment qu'on rentre dans des carcans. Et elle explique ça avec tout son côté, genre l'école c'est bien parce qu'on peut... au moins ils les acceptent, on peut s'en débarrasser. C'est des choses qu'on n'est pas censé dire. Enfin maintenant plus avec des espérances Housewives, mais c'est vrai que Florence Foresti, elle a révolutionné le genre en parlant de ce côté maternel que nous n'avons pas forcément toutes, et en allant vraiment très très loin. Et là où je pense que vous avez raison, c'est que les femmes maintenant vont aussi loin que les hommes. Alors, on peut s'en féliciter ou pas, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'elles peuvent aller très bien dans le pipi-caca, dans les blagues de... Comment dire? Je cherche mon mot là, il y a un mot de Patrick Sébastien qui m'arrive très vite, mais les blagues cochonnes, on va dire. Voilà. Virginie Ho, quand elle fait la partouze, mais c'est quand même très drôle. Et que ça soit une femme qui le fasse, c'est encore plus drôle. Je ne sais pas. Et en même c'est temps, pas vulgaire, en fait. Mais en même temps, Virginie Hogg, par exemple, elle a un sketch sur les enfants autistes qui est à la fois drôle et d'une tendresse absolument incroyable. Et en plus, c'est une des rares comédiennes artistes qui est capable de ce mélange de tendresse et de vous toucher, à la fois être complètement solaire et à la fois être complètement tendre et parfaitement drôle. Et en plus, elle vous sert des bières pendant le spectacle. Michel s'est fait servir une bière par Marie-Antoinette. Virginie, si jamais tu passes par Genève, c'est très volontiers que je te retourne l'appareil. Pas d'inquiétude. Peut-être que dans cette manière de livrer un matériel comique, il y a chez ces femmes, cette génération de femmes, une capacité de se retourner très rapidement de la bienveillance à la cruauté. Et ça, j'ai trouvé ça chez Virginie Hogg. Elle est vraiment très, très rapide et très nuancée parfois dans son jeu. Et très polyvalente. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Souvent, on pense qu'il y a des barrières culturelles dans l'humour. Moi, hier, je me suis vraiment... J'ai autant ri que toi, je crois. Je pense pas qu'on était trop décalés. Absolument. Alors, quand on parle d'humour dans cette émission, je ne sais pas si Mathieu le fait aussi, mais nous, souvent, on se gargarise un peu avec notre École nationale de l'humour, parce qu'au Québec, on a une école qui enseigne que l'humour. C'est un cours complet. Ce qui en soi est drôle. Ce qui est très drôle. Et la directrice, mais c'est très sérieux. Donc, il y a vraiment une école du rire. C'est une école de l'humour qui a été longtemps associée avec le Festival Juste pour rire, mais maintenant, c'est dissocié. Et la femme qui est à la tête de cette école est formidable. C'est une femme qui est à la tête depuis 1988, qui s'appelle Louise Richer, qui elle-même a un passé de comédienne. Et c'est un bon baromètre. Je lui ai parlé en lui demandant est-ce que les cohortes, est-ce que le nombre de femmes qui s'inscrivent a changé, a augmenté. Et ça reste toujours à peu près 1/4 de filles pour 3/4 de gars. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont les femmes des nouvelles générations d'humoristes font de l'humour, c'est peut-être en train de changer, en tout cas chez nous, la façon dont les gars font de l'humour. Vous parliez de menstruation dans la bouche d'une fille, bien évidemment, ça prend son sens. Mais j'ai vu un show d'humour par Louis-José Hood qui parle de l'avortement de sa blonde, et je vous jure, c'était hyper touchant. Et probablement que ça amène, c'est en train de faire tourner la manière dont on aborde des sujets qui sont peut-être plus aussi cantonnés hommes-femmes. C'est en train de s'influencer, de s'inter-influencer, ça c'est intéressant. Puis on voit aussi les générations qui changent, parce que moi je suis allée voir le spectacle de Bérangère Krief, qui est un peu plus jeune que moi, il faut le dire, et j'étais quand même... alors c'est très girl, je sais que nous sommes sur la chaîne de la francophonie, mais c'est très girly, c'est vraiment, c'est un humour qui s'adresse aux filles. C'est fifi, donc. Oui, mais voilà, c'est un peu fifi, mais les garçons s'y entendent, et ça, elle casse du sucre sur le dos des garçons, mais c'est hilarant. C'est juste hilarant parce que tout ce qu'elle dit, on le comprend. Et je trouve que les filles d'aujourd'hui, par exemple, dans leur relation amoureuse, quand elles dégomment le prince charmant, alors moi j'ai toujours, moi j'ai grandi avec les Disney, donc je pense que je fais partie d'une génération qui a peut-être cru. Eh bien, c'est terminé. Eh bien, c'est terminé. Et elle vous le dit d'une manière, il faut emmener ses enfants, c'est les petites filles, les petits garçons aussi assez jeunes, et là et elles ont un côté
trash. Alors c'est pareil, je trouve pas les mots, mais elles y vont. Et vraiment, ça, je trouve que ça a changé. Un peu de délinquance. Elles ont 30 ans et elles y vont, mais vraiment. Quoi. Elles n'ont aucun tabou. J'ai une question de mec, donc évidemment, parce que évidemment qu'aujourd'hui on retrouve plus de femmes humoristes et puis on retrouve plus de femmes partout dans la société, ça accompagne ça. Il y a eu l'émergence... Même sur le plateau, vous auriez remarqué. Ouais, c'est parfait, c'est parfait, je le redis. Vive la production. Non, enfin bref, il y a eu cette augmentation. Il y a aussi eu la possibilité, de par la télévision, d'avoir plus de sketchs, plus de personnes. Il y a eu toute cette génération donc, de filles qui ont intégré les plateaux et donc la scène. Mais vous, en tant que fille, parce que nous, on connaissait que les discussions qu'on pouvait avoir entre hommes ou l'humour d'hommes qu'on pouvait avoir, d'une certaine manière. Vous qui êtes des femmes, quand vous entendez cet humour-là, vous vous reconnaissez là-dedans? Ou c'est alors quelque chose... Il restait parce que ça peut peut-être vous intéresser. Non, mais c'est vrai, comment vous le percevez, nous, parce que nous, évidemment, on le perçoit avec voilà, notre expérience ou notre inexpérience. Vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est emblématique? Non, mais c'est emblématique. Florence Foresti, encore une fois, moi, ça me parle quand elle parle de l'instinct maternel, ça me parle. Et Bérangère Krief, quand, vous savez, elle a un sketch sur l'humour quand on vous interpelle dans la rue en disant hey, vous savez, c'est ce genre de truc super délicat. Non, je sais pas. Et là, et après que ça se termine, où ils disent, on vous répondait pas, et qu'est-ce que, enfin bref, ça devient une grossièreté. On a toutes vécu ça, hein, vraiment par des charmants jeunes hommes qui ont une façon de draguer différente. Et quand elles le racontent, on est juste, effectivement, que les trois quarts de la salle qui sont des filles, enfin les trois quarts de la salle sont morts de rire parce qu'on est morts de rire parce qu'on a vécu cette situation et elle l'amplifie. Et voilà, peut-être que le message va passer. Ce n'est pas une bonne manière d'interpeller une jeune femme, de la siffler d'une manière un petit peu bizarre, puis de la traiter de salope non plus. Vraiment. Julie, vous voulez dire quelque chose? Peut-être aussi qu'il y a des comportements chez les femmes qui ont évolué et qui sont en train de porter leurs fruits quand on parle d'humour. C'est-à-dire, il y a une chose, quand on va se planter seul sur une scène, homme, femme, il ne faut pas douter. Et peut-être qu'à une époque, les femmes avaient plus de scrupules, plus dans le doute, se sentaient mal à l'aise de rire ou d'égratigner de certaines choses. Et maintenant, je crois qu'on assume plus. Et ça donne une nouvelle voix. Je crois qu'à l'époque, il y avait aussi moins de femmes partout dans plein de domaines de la société. C'est-à-dire qu'il y avait moins de femmes pilotes de chasse, d'avions de chasse. Il y avait moins de femmes pompiers. Tu vois, il y avait moins de femmes. Voilà, donc, avocats, médecins, ce sont des métiers qui sont complètement féminisés. Voilà, c'est le reflet. C'est le reflet. Il n'y a aucune raison que l'humour... c'est que le langage s'est libéré aussi. Bien sûr. Donc il s'est libéré d'abord chez les hommes. Et ensuite, il s'est libéré chez les femmes aussi. Et donc, vous dites autant d'horreurs que nous, maintenant. Malheureusement. Juste, ça nous fait rire. Voilà. Et nous aussi. Alors, premier tweet, pardonnez-moi, de Kit Kat qui félicite Nora donc Hamzaoui pour son spectacle et n'a pas assez d'espace pour dire combien ça a plu. Voilà. Autre tweet de Louisa Amara qui a trouvé le spectacle de Julie Ferrier complètement fou, on l'avait oublié. D'ailleurs, maintenant, elle fait essentiellement une carrière au cinéma. Elle a un peu quitté le One Woman Show. Donc, complètement fou, inattendu, drôle, émouvant. Pour terminer, nous avons choisi un tweet de Virginie Hoc informant que 2 nouvelles dates viennent d'être ajoutées à sa tournée. Le 27 février 2016 à Liège, donc chez Pascal. Enfin, pas chez Pascal, mais à côté de chez Pascal. Chez moi, et le 5 mars 2016 à Bruxelles, chez Pascal, toujours chez Pascal. Tout tourne autour de Pascal. Ma chère Pascal, votre coup de cœur. Alors justement, donc, mon coup de cœur, on reste dans l'humour et les femmes. Je voulais parler, mon petit coup de cœur, c'est Sandra Zidani. Elle cumule les tares, c'est-à-dire qu'elle est belge. Elle est femme. Elle est femme. Alors, elle a une maman catholique, un père musulman, et elle, pour survivre le temps que ça démarre sa carrière, elle était prof de religion protestante. Donc, voilà. Source infinie, évidemment, que nous connaissons bien chez nous. Source infinie d'inspiration. Et donc, elle a créé un spectacle qui s'appelle Rentrée d'Arlette, qui est une institutrice sur scène, c'est à mourir de rire. Elle est au théâtre de l'Archipel à Paris jusqu'au 28 mars. Et je vous conseille de la découvrir. Voilà. Nous irons. Yves. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma français de la nouvelle vague, un double CD qui compile les bandes originales de films d'Alex Baupin, donc beaucoup pour les films de Christophe Honoré notamment, donc à la fois de la musique instrumentale et aussi pas mal de chansons interprétées par des comédiens comme Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Valérie Donzelli et aussi Louis Garrel, voire des chanteurs comme
comme Lescope ou Vincent Delerme. Donc voilà, c'est la nouvelle vague du XXIe siècle. Julie. Mon coup de cœur initial, c'est la librairie francophone, qui est une émission de radio qui est diffusée à la fois en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Et c'est des échanges entre des libraires et des passionnés de lecture au sujet d'auteurs de la francophonie, ou parfois c'est des traductions aussi. C'est une très belle façon de découvrir. J'ai été invité. C'est vrai. Alors, c'est un peu comme notre plateau, une façon d'échanger des idées, mais sur la question littéraire. Donc, la librairie francophone. Puisqu'on parlait d'écriture tout à l'heure et puis d'humoriste, alors juste un aparté comme ça, Eugénie Rebetté, c'est une humoriste suisse. C'est plus qu'une humoriste, une comédienne, c'est une danseuse, c'est une personnalité en soi, c'est de l'humour, c'est de la poésie, c'est très particulier. C'est pour ça que j'ai eu de la peine à vous en parler tout à l'heure, parce qu'elle ne rentre pas du tout dans le moule de ces nouvelles jeunes comédienne et humoriste, et en même temps une personne qui a une trentaine d'années comme ça, et qui a vraiment développé un univers, alors c'est pas Zouk, mais qui a vraiment développé un univers à elle. Et puis sinon, autre chose sur le net, c'est une expo qui a lieu à Lille au musée d'art contemporain et d'art brut, qui est consacrée à une artiste suisse d'art brut, c'est Aloïs Corbin. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les toiles d'Aloïs Corbin ont été mises en parallèle, comme ça, ou en miroir, avec des toiles de Chagall, de Matisse et de Picasso. Et au final, on se pose beaucoup la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est l'art brut, qu'est-ce que c'est l'art tout court. Et si vous voulez véritablement découvrir ces œuvres, parce que sur le site du musée d'art contemporain et brut de Lille, il n'y a finalement pas beaucoup de choses, allez sur artbrut, en un seul mot.ch. La collection d'art brut à Lausanne, c'est ce musée qui a donné une grande partie de sa collection à Lille. C'est un véritable voyage, je pense qu'on en parlera prochainement dans l'émission. Alors moi, un coup de cœur qui pèse. 30 ans d'histoire, 30 ans d'histoire pour la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Donc voilà, qui sont réunis dans 2 ouvrages. Et vous pouvez revoir les 150 expositions, 800 œuvres exposées. Et c'est vrai que la Fondation Cartier s'est vraiment investie pour nous faire découvrir de l'art contemporain dans toute sa diversité, avec César, avec Murakami, avec Ron Mueck pour les derniers, une exposition qui a attiré énormément de monde. C'est toute l'histoire de la Fondation Cartier qui est dans ces 2 ouvrages. Voilà, 2 ouvrages 30 ans. Vous les êtes fait piquer, hein, non, mais je vais les récupérer. Non, je te le redonne. Et je signale juste, puisque nous, on est vraiment très intéressés par tout ce qui se passe, par l'art africain, par tout ce qui se passe en Afrique sur TV5 Monde. Le Congo sera à l'honneur du 11 juillet au 15 novembre. On va en reparler, évidemment. Merci mille fois. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. J'enlève mes lunettes. Nous allons tous mourir, mais nous serons là, parce que nous allons ressusciter. Les yeux au ciel, les nuages blancs, dans le bleu parfait, nulle trace de Dieu. Au ciel, ces nuages lents